Bienvenue à l'Université d'Evry. Bienvenue pour cette première édition de Ça parle en live du Club Agora. On est ici pour débattre pendant 1h30. Vous allez voir que tout ce qu'on va vous proposer est complètement à l'inverse de ce que vous avez pu connaître. Merci d'être aussi nombreux pendant cette pause déjeuner. Je vous rappelle que la cafétéria est ouverte. Vous pouvez aller vous prendre quelques petites choses à manger et discuter avec nous. On viendra débattre d'abord avec vous et c'est tout l'objet en fait de cet échange. Cet échange qui est reproduit, qui est transmis en live sur le Facebook de la ville. Donc vous pouvez également nous poser des questions. N'hésitez pas, je me ferai le porte-voix de vos questions. Et avant de démarrer ce débat, je vous propose quand même d'ouvrir tout ça de manière un peu officielle, mais Monsieur le Président de l'Université, Monsieur Kurmi, je vous en prie, c'est vous la puissance invitante aujourd'hui? Invitante, mais avec peu de puissance. En tout état de cause, vous avez choisi un oxymore. Ça n'a rien d'un club. Par contre, c'est une agora. Et c'est une agora par essence et par définition ouverte à toutes et à tous. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement heureux d'ouvrir cette université pour cet événement qui vise à faire s'impliquer et faire que la jeunesse en particulier, les jeunes et les moins jeunes, s'impliquent dans cette question qui nous touche tous des transitions, de la transition écologique, environnementale, la question des survies des espèces qui est juste la question de la survie de la vie sur Terre. Comprenez que si vous prenez un petit vaisseau pour aller sur Mars, la planète apparaît juste de la taille de Mars telle qu'on la voit dans le ciel. C'est un point dans le ciel, nous sommes rien, tous embarqués sur un vaisseau dont nous devons prendre soin. Je crois que c'est le centre du débat aujourd'hui. Je remercie évidemment Greenpeace France d'avoir fait le déplacement en grande couronne. Vous avez ici une jeunesse formidable, engagée. Il y en a un derrière moi là qu'on a salué tout à l'heure. Madame qui travaille sur l'éthique de l'étiquette dans le domaine du vestimentaire, et on sait que les fibres synthétiques sont une catastrophe environnementale. Comprenez que l'homme et la vie ne voient que les interfaces. Ce que je vois, c'est votre surface. Eh bien, un poisson, une molécule ne voit que la surface des choses. Et lorsque vous réduisez la taille d'un plastique, quand vous le cassez en morceaux, qu'il est millimétrique et puis micrométrique et maintenant nanométrique, les surfaces augmentent comme le rayon au cube. Et donc, une particule qui fait 1 mm3 qu'on voit à l'œil, plus petite qu'un grain de riz, lorsqu'elle est dispersée sous forme de nano, eh bien, ça peut faire la surface de toute cette pièce. Juste ça, pour prendre conscience. Et puis, monsieur est essayiste et il nous fait l'honneur de faire le déplacement ici. Membre ou organisateur, je ne sais pas, d'un think tank, dont l'objet est de se poser, de prendre le recul et le temps qu'il faut pour faire les bons choix. L'écologie est populaire. D'ailleurs, c'est bien le peuple, c'est bien la horde humaine qui était écologique. Sinon, la planète ne nous aurait pas été léguée aujourd'hui pour y habiter. Les générations qui nous ont précédés ont eu à affronter des périls d'une autre nature, les maladies, les épidémies, les famines. Nous sommes construits avec ça, mais en tout état de cause, ils ont toujours pris soin de la Terre, sinon on ne serait pas là pour en parler. J'ai trop parlé. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, on n'a pas remercié le maire, mais le maire va s'auto-remercier. Merci de nous accueillir, merci d'organiser ce moment d'échange. Merci, merci Nora. Merci Patrick de nous accueillir au cœur de l'université. Et moi, je vais vous dire, je suis ravi, après ces 2 années de crise sanitaire, que l'on puisse reprendre ces débats. D'abord parce qu'on ne débat pas assez, on ne se confronte pas assez, on ne s'écoute pas assez. Et puis ensuite parce que depuis de très très nombreuses années, existe ici ce que l'on appelait les rendez-vous de l'éthique. C'était l'occasion de prendre le temps de débattre de sujets dont on ne parle pas suffisamment dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et puis, à force de rendez-vous de l'éthique, on s'est rendu compte finalement que même ces débats de l'éthique finissaient par être une forme de réunion de microcosme où on se retrouvait tous les soirs à parler dans une forme d'entre-soi. Et donc, on a décidé cette année de toiletter les rendez-vous de l'éthique et puis d'externaliser le débat. Alors Nora va vous expliquer comment ça marche. Les paradigmes vont être complètement inversés, la table va être renversée. Moi, je voudrais juste au démarrage remercier Nora et Charlotte. Vous pouvez les applaudir pour leur proposition d'organisation. L'idée va être cette semaine
de débattre d'enjeux de société. On va parler environnement aujourd'hui, on va cheminer toute la semaine, parler de violence, parler de crise sanitaire et peut-être de sacrifices de génération. Et puis finir par un débat quand même sur notre relation aux médias et aux réseaux sociaux. Et puis enfin samedi, finir par parler d'amour. C'était votre préféré, je peux quand même balancer un Voilà. peu. C'était Samedi, quand même- on va débattre d'amour, c'est quand même assez exceptionnel. Donc vous le voyez, des thématiques tout à fait différentes et surtout des thématiques qui sont sorties des murs de la mairie. On est aujourd'hui à l'université, on sera également au théâtre de la Scène nationale, on sera également dans le centre commercial. Bref, on va aller débattre là où sont les gens, là où on peut croiser des publics, là où on peut capter aussi des publics qui n'avaient pas forcément envie de venir à un débat et qui vont voir de la lumière, entendre du bruit, venir s'intéresser et venir participer, parce que la novation de cette année, c'est que les élus que nous sommes, parfois c'est un peu comme ça qu'on nous qualifie, les sachants que nous sommes, on se retire de la tribune et c'est vous qui allez débattre. Bon débat à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, avant de vous présenter nos invités qui sont venus jusqu'ici justement pour vous entendre, on va commencer parce que Évry, vous le savez, c'est une ville où il y a énormément d'engagement, énormément d'associations. Et au sein de cette structure qu'est l'université, entre autres, nous avons 2 associations qui travaillent sur l'éloquence. Et plutôt que d'ouvrir par le débat et les questions, on s'est dit, tiens, si on posait ces questions à des jeunes spécialistes qui vont pouvoir, dans une joute, nous expliquer un petit peu ce qu'ils pensent de la question du jour. Fin du monde et fin du mois, l'écologie peut-elle être populaire? Je vous demande d'applaudir l'association Évry Insolente et Révolte-toi Évry. On commence avec Julien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci au Club Agora de nous accueillir ici. Alors, l'écologie peut-elle être populaire? Fin du monde, fin du mois, ce sont quand même des réalités. Je plaide le pour. Je plaide le pour parce que d'abord, la fin du mois est une fin du monde pour certains. Et puis parce que l'écologie est une réalité qui fait la fin du monde. Demain, peut-être que nous n'aurons pas la chance d'avoir le même monde plein de richesses et abreuvé de toutes ces beautés que nous avons pu le connaître aujourd'hui et que certains ont pu connaître maintenant. Et puis, voir l'écologie comme un instrument politique. Comme un instrument politique plutôt que comme une réalité, comme un fardeau. Parce que la politique, ce sont les intérêts. Mais au-delà de tous ces intérêts, il y a le salut humain. Et le salut humain, c'est ce qui fait de nous tous des gens solidaires et des gens soudés. Alors, je vous le dis, l'écologie peut être populaire, et elle l'est. Elle l'est parce que les gens sont tous soudés par rapport à ce salut. Merci. Merci beaucoup. Merci Julien, on continue. On continue avec Johan. Et le micro vraiment collé, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci encore une fois de nous accueillir. Comme le disait mon prédécesseur, l'écologie est en effet populaire, pour la simple et bonne raison que l'écologie elle est universelle. Il n'y aura pas de distinction de classe lors des catastrophes naturelles, on l'a vu à Saint-Martin, sur l'île de Saint-Martin, on l'a vu dans les incendies de Californie, d'Australie ou d'Amazonie. Il n'y a en réalité pas de distinction de classe. Et c'est peut-être ce que l'on peut regretter dans la lutte politique pour l'écologie, c'est qu'on transforme une lutte universelle envers une lutte pour les classes, en une lutte pour les classes comme si elle n'existait pas déjà assez. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important d'en parler et d'ouvrir les débats sur ce sujet-là, parce que l'écologie est en réalité universelle et ce doit être un combat pour tous, fait par tous, en œuvrant pour tous. Merci. Merci à vous. Et on termine avec Esther, qui du coup va prendre le contre-pied. Bonjour Esther. Alors, le 3 février 2021, un navire pétrolier prend feu au large du delta du Nigeria, faisant craindre une marée noire dont l'impact sur l'écologie viendrait alourdir les dégâts engendrés par des décennies d'exploitation pétrolière. Le 23 décembre 2021, le PDG du groupe Lufthansa avertit qu'en l'absence d'une dérogation sur le droit de décollage et d'atterrissage, il est prêt à effectuer 18 000 vols à vide. Mais me direz-vous, nos élus font des efforts aux plus hautes strates des institutions. Soyez indulgentes.
Pour exemple, la conférence à Glasgow le 31 octobre 2021 pour parler climat, auquel ces mêmes dirigeants se sont rendus en jet privé. En de telles circonstances, comment l'écologie, qui doit être la recherche de l'équilibre optimal entre l'homme et son environnement, peut-elle trouver une réponse efficace? Elle ne le peut pas. Aucune réponse efficace ne se trouve dans nos politiques actuelles. Les scientifiques sont unanimes. À cette vitesse, aucune amélioration ne sera possible. Un rapport de l'ONU de 2019 affirme que déjà le seuil des 2 degrés fixé sera dépassé en l'absence de mesures efficaces. À ces cris d'alarme, il est bien rassurant de savoir que la charte de l'environnement est présente dans notre Constitution. Mais que sont ces engagements d'encre et de papier s'ils ne sont pas appuyés par de véritables mesures politiques? Les plus optimistes nous diront que nous n'avons pas besoin de l'intervention des élus et que nous pouvons faire un changement à notre échelle, chacun chez soi. Pourtant, des initiatives écologiques se forment dans les classes populaires de la société, l'abandon de la consommation de viande, le tri des déchets, la favorisation des labels biologiques et éco-responsables. Seulement, la mobilisation de ces millions d'acteurs ne sera pas efficace, ne sera pas suffisamment efficace sans l'intervention de nos pouvoirs publics. Un premier niveau d'action serait la mise au pouvoir de représentants politiques concernés par le débat écologique. Car en dépit de 2 lois récentes sur le climat, pas de plan de financement pour une transition écologique organisée, pas de création d'installations pour la protection de l'environnement, aucun renforcement de l'action internationale et toujours pas de législation efficace sur les plastiques non recyclables. Toutes ces questions sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité et n'attendent plus notre réponse, à en juger par les catastrophes climatiques qui s'enchaînent. La volonté d'un changement efficient doit être le résultat de l'élection de politiques engagées. Un second niveau d'action serait celui de la taxation à juste niveau des entreprises les plus pollueuses. L'objectif du principe du pollueur-payeur ne trouverait pas de meilleur concurrent à une avancée écologique majeure. Pourtant, elle est contrecarrée par le fait qu'il n'existe pas de véritable fixation des prix qui permettrait de taxer à un niveau juste les entreprises qui le mériteraient. En matière de taxe carbone, les exonérations pour les secteurs les plus pollueurs, tels que celui de l'aérien ou du transport maritime, aboutissent à près de 7 milliards d'euros de pertes pour l'économie de l'environnement. Ces exceptions qui confortent les multinationales dans l'idée que la Terre serait leur terrain de jeu doivent s'arrêter. Enfin, le dernier niveau d'action serait la coopération entre les pays, qui permettrait aux pays les plus pauvres de recourir à des énergies plus vertes et moins polluantes. Et aussi de se soustraire à leur dépendance économique envers des entreprises, des multinationales telles qu'Inditex ou Ferrero, qui alourdissent les causes du changement climatique avec la déforestation ou encore la pollution des milieux d'eau. Il est temps aujourd'hui de dénoncer notre croissance, celle qui se base sur l'exploitation écologique des autres. Nous n'avons plus le temps ni les moyens de faire peser le poids de la responsabilité écologique sur nos concitoyens. Il nous faut aujourd'hui prendre des décisions pour préserver notre demain. Merci beaucoup, bravo. Bravo Esther, merci. Alors, je vous le disais, c'est vous qui allez commencer ce débat, donc ce micro en fait est le vôtre. J'attends que vous leviez ici la main pour pouvoir interpeller nos invités que je vous présente. Alors, Neila Jatoulni, vous êtes coordinatrice et déléguée générale du collectif Éthique sur l'étiquette. Vous travaillez justement sur les questions de mode durable. Donc, le collectif Éthique sur l'étiquette, c'est donc un collectif d'associations qui luttent pour de meilleures conditions de travail des ouvriers du textile dans le monde. Bienvenue. À côté de vous, Ferghane Ziari, vous êtes déléguée générale de l'Académie libre des sciences humaines, membre de la Société d'économie politique. Et vous avez signé Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée. Vous allez nous en parler. Enfin, Jean-François Julliard, vous êtes directeur général de Greenpeace France, donc une ONG de défense de l'environnement, donc fondée en 71, présente dans 55 pays. Vous dirigez la France, c'est bien ça. Et vous avez signé Climat, 5 ans pour sauver notre humanité, ce que la France doit faire. Donc, on a entendu beaucoup de choses, mais je le disais, on commence par vous. Alors, vous le savez, tout ceci est filmé. Donc, si vous acceptez de parler, c'est que vous acceptez d'être filmé. Donc, qui commence? Allez, hop.
Qui va avoir le droit à la première intervention? Est-ce que l'écologie peut être populaire? J'adore parce que du coup, j'en vois qui se faufilent, qui s'en vont. Genre, non, non, pas du tout, ne venez pas vers moi. Ne venez pas vers moi. Non. Qui va oser la première question? Ah, madame. Présentez-vous. Oui. Alors, moi, je suis Elisabeth Pervez, je suis présidente de l'épicerie sociale d'Evry-Courcouronnes. Donc, j'ai entendu parler d'avions, j'ai entendu parler de beaucoup de choses, et moi, je suis au ras des pâquerettes, mais dans l'alimentation des classes populaires les plus défavorisées. Et c'est ça notre problème. Parce que quand je lis ici que les gestes ont un coût économique et social, sont-ils vraiment à la portée de chacun? Pour nous, on se rend compte que c'est très compliqué. Acheter bio, c'est super à la mode, c'est super écolo peut-être, mais c'est extrêmement cher. Donc tant que le bio sera plus cher que le reste, on peut penser que même nous, dans ce qu'on peut apporter à nos bénéficiaires, on ne peut pas donner que du bio. Ce n'est pas possible. Les emballages, beaucoup de choses sont emballées. La Banque alimentaire nous fournit beaucoup de choses qui sont emballées. Enfin, il y a beaucoup de gestes qui sont très difficiles. En matière de chauffage, la population que nous voyons ne choisit pas son mode de chauffage. Au mieux, on est locataire, on est hébergé dans un état social et on ne choisit pas son mode de chauffage. Donc tout ça sont des questions qui se posent au jour le jour pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'être écologiques. Soraya, si tu veux bien continuer ce qu'on fait. Continuez, Soraya, donc. Épicerie sociale de Soraya n'a pas eu le choix. Bonjour, je m'appelle Soraya, je suis la directrice, merci, de l'épicerie sociale. Moi, je dirais fin du monde, fin du mois, même combat. En fait, je pense qu'on a mis le côté écologique et le côté social, en fait, un peu en combat permanent, parce que... Parce qu'effectivement, nous, on le voit, alors il y a plein de beaux discours et c'est génial, hein, mais en fait, si on part sur du concret et si on parle de terrain, c'est pas possible de bien s'alimenter quand on est dans une situation précaire, parce que déjà, c'est déjà compliqué de s'alimenter, donc le manger bien, pour moi, il va passer à côté. Mais pas que le manger bien, je veux dire au niveau vestimentaire aussi. En fait, plus on est dans une précarité, moins on peut être dans l'écologie parce qu'on va aller acheter des choses pas chères, pas bonnes pour nous, faites de façon industrielle, faites avec plein de pesticides, enfin pas du tout écologiques. Au niveau de l'alimentaire, c'est pareil, on va aller s'habiller chez les petits marchands chinois donc, qui ont exploité, qui sont dans l'exploitation des personnes et qui ne sont pas du tout dans de la fibre écologique. Du coup, pour moi, je trouve que c'est quand même compliqué. Alors, en outre mesure, il y a beaucoup de choses qui se font quand même aujourd'hui au niveau de certaines associations où effectivement on essaye de privilégier les fruits et légumes bio, où on essaye de travailler avec des magasins qui sont bio, où on essaye de donner des fruits et légumes même s'ils ne sont pas bio pour éviter que les gens achètent des plats tout faits, des conserves, etc. Mais pour moi, ça reste quand même compliqué, même s'il y a des petites mesures qui sont faites de ci, de là, par des partenaires divers. Merci beaucoup. Alors, on a déjà cette dimension de vie chère. Après tout, même si on veut pouvoir bien s'habiller, bien s'alimenter, tout ceci a un coût. Et quand on a affaire en fait, à des classes populaires qui sont parfois très éloignées, qui n'ont pas la possibilité de s'offrir ce luxe, ça pose cette question. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci de me donner la parole. Moi, je pense qu'il faut déplacer les marqueurs de richesse, surtout déjà. C'est-à-dire ringardiser les gens qui ont des yachts, des belles voitures et tout ça, et se dire la richesse, elle est ailleurs. Et je pense qu'on réglera en partie... Est-ce que c'est pas une utopie quand on parle à des gens qui n'ont pas les moyens de s'assurer déjà... une vie dans laquelle ils consomment, dans la société de consommation dans laquelle on est, pour pouvoir ringardiser cette richesse, encore faut-il y avoir accès. Oui, mais c'est peut-être pas de leur responsabilité, justement, de ringardiser ça. Je pense que c'est plus aux classes moyennes de le faire, d'arrêter de vouloir rouler dans les mêmes voitures que les ultra-riches, de vouloir consommer de la même manière que les ultra-riches.
et de se dire d'identifier des nouveaux marqueurs. Donc la connaissance, on est dans un lieu de connaissance, ça en fait partie. Et puis aussi changer dans le porte-monnaie les dépenses. Si la santé et l'alimentation c'est important, il faut se dire que c'est un poste de dépense qui est important dans le mois et on met un peu plus là-dedans et peut-être un petit peu moins dans d'autres postes de dépenses qui paraissent peut-être moins importants. Faire des choix sur son alimentation et faire des choix sur sa consommation. Hop, mesdemoiselles, pardon, je vais prendre la place de votre sac. Mais il est énorme ce sac, qu'est-ce que vous transportez là-dedans? Comment ça va? J'adore parce qu'elle me regarde depuis tout à l'heure. Non, ne venez pas, surtout pas, surtout pas. Comment vous vous appelez? Leïla Zwima. Salut Leïla, ça va? Il n'y a personne ici, regarde que moi. Il n'y a personne. Non, regarde vraiment, il n'y a que toi et moi. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça quand on te dit sur les vêtements, sur la consommation? Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est complexe sur les vêtements. C'est complexe sur les vêtements? Ouais. Pourquoi? Parce que acheter des vêtements bio, c'est assez cher. Ouais. Très cher même. Il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de boutiques en fourni. C'est très cher, mais du coup, ça veut dire que c'est quoi? C'est de la fast fashion que tu consommes? Comment? Non, mais il n'y a pas de jugement ici. Il y a un phénomène de mode. Il y a un phénomène de mode. Et pour suivre la mode, forcément, tu vas vers des choses qui ne sont pas chères. Tu peux aller sur Internet, acheter des choses. Voilà. C'est consommer plus parce que c'est pas forcément de meilleure qualité. Donc c'est consommer plus. C'est consommer plus? Plus parce que c'est pas de meilleure qualité et du coup ça se dégrade vite. Donc on est obligé de racheter derrière. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire de devoir consommer comme ça? Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'on n'a pas le choix? Parce que ça nécessite des moyens? Bah oui, forcément, des moyens. Après, pour avoir de la bonne qualité, il faut mettre l'argent dedans. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, ces débats autour de il faut savoir consommer autrement, etc. Ça veut dire que c'est quoi? C'est des problèmes de riches, quoi? Non, pas forcément des problèmes de riches, mais de prendre conscience aussi, de penser à tout le monde, à toutes les catégories, à toutes les tranches. Ouais. Et là, c'est pas le cas, selon vous? Non, pas trop. Ouais. Comment vous le percevez? Pareil. Pareil. C'est pas le cas? C'est pas le cas. C'est-à-dire que là, on a affaire à une écologie de gens urbains qui ont plutôt les moyens de se poser ce type de questions. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Ouais. Bon. Et ben, qu'est-ce qu'ils en pensent, nos invités, là, de tout ce qu'on vient de dire? Ah, pardon. Ah, mademoiselle veut rajouter quelque chose. Oui, c'est pour dire que la surconsommation, ça existe dans le monde entier. Et donc, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des choses inutiles chez nous. Ouais. Donc, ce qu'il faut déjà qu'on essaye d'éviter, c'est d'acheter pour acheter. Donc, voilà. Et ça, vous y arrivez? Parce qu'on est quand même dans une société de consommation où, en gros, vous sortez de chez vous, il y a de la publicité partout. Oui. Instagram, malheureusement, l'enfer. c'est la mondialisation qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de publicité. Et donc, les gens vont acheter pour rien. Donc, voilà. Ouais, donc là, il faut qu'on lutte contre nous-mêmes et nos pulsions. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. Oh là là, alors ça, gros programme. Arrêtez les influenceurs. Les influenceurs sur le net. Arrêtez les influenceurs, coupez les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on vient d'entendre? Leïla, on a beaucoup entendu parler de mode, justement, cette difficulté peut-être de lutter contre à la fois cette société de consommation qui nous abreuve de messages, qui est consommée, et de l'autre, où il y a aussi cette nécessité économique qu'on ne peut pas tous acheter en fait, des produits qui sont des produits dits éthiques. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je parle comme ça? Ouais, tu parles comme très ça. Bien. Bonjour à toutes et tous. Merci pour ces questions déjà passionnantes. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans les questions. Est-ce qu'on peut augmenter le son, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend rien? Merci beaucoup. Oui, il y a quelque chose qui est très interpellant, c'est la question de la responsabilité en fait, individuelle et de la responsabilité du consommateur. Là où, nous, c'est notre message central, ce qu'il faut responsabiliser, ce sont les entités à l'origine en fait, de ces modèles. Et la mode, c'est vraiment un secteur tout à fait éloquent parce que sous prétexte de démocratiser l'accès à la mode avec des vêtements peu chers, et c'est ce que nous disent beaucoup les marques, les grandes enseignes, c'est pour offrir des possibilités d'accès à la mode peu chère, que c'est une demande des consommateurs. En fait, ce sont des modèles économiques qui ont été créés de manière assez récente. Avant les années 2000, la fast fashion, cette mode jetable à petit prix, en surproduction n'existait quasiment pas. Donc ce sont de nouveaux modèles économiques qui ont été créés. Ce n'est pas le consommateur qui est parti chercher de la demande toujours plus basse de prix, parce que ce sont des modèles extrêmement rentables. Et donc c'est ça le problème. Donc, ce
qu'a fait la mode, la fast fashion, cette mode à petit prix. Elle a pris le modèle de la grande distribution et s'est dit que pour augmenter ses profits, il fallait pouvoir réduire les coûts de production pour vendre à bas coût. Et donc, on compense la production à petit prix par des modèles en volume. Et donc, des modèles de surproduction. Donc, dès le départ, on est sur des modèles complètement irresponsables, socialement et de manière environnementale. Et tout ça est possible parce qu'on n'a aucune réglementation. Donc il y a en effet la question de la prise de conscience de nos modes de consommation. On doit consommer autrement, repenser nos besoins, notre nécessité de vêtements. Mais on a dans le même temps des générations qui sont nées avec ces modèles low cost. Et ce n'est pas uniquement dans l'habillement. On a vendu, sous couvert d'offrir aux classes populaires précisément la possibilité de voyager, de s'alimenter, de se vêtir à peu cher. On a vendu des modèles qui sont des modèles économiques axés aussi sur une performance financière et qui cachent les coûts sociaux et environnementaux que, bien sûr, les classes populaires vont être les premières à payer. Donc, il y a aujourd'hui pour nous, la question, c'est quelle est cette prise de conscience politique, donc citoyenne, que nous avons, en effet, d'être des consommateurs responsables, mais de diriger essentiellement l'action, et ça c'est l'interpellation des pouvoirs publics, du régulateur, pour empêcher ces modèles de surproduction, de surconsommation. Donc c'est peut-être quelque chose qui reviendra plus tard dans le débat. Pour nous, la responsabilité, quand on parle d'écologie populaire et d'écologie politique, c'est la question de la responsabilité des pouvoirs publics, la responsabilité de l'État à réguler ces modèles. Donc là, en fait, l'idée, c'est de ne pas être dans la culpabilisation des consommateurs. C'est ça que j'entends dans ce que vous nous dites. Moi, je ne suis pas contre un tout petit peu de culpabilisation, parce qu'en fait, elle peut être un moteur de l'action, en fait. Ouais. L'idée, c'est juste de dire qu'aujourd'hui, finalement, c'est pas, on pourrait tous mieux consommer, moins voyager, etc. Je ne sais plus si j'avais vu ces chiffres. Les comportements individuels régleraient un tiers, finalement, donc 30% des questions de réchauffement climatique. Il y a 70% qui reposent sur des pratiques des sociétés transnationales, la désertion du politique par les pouvoirs publics qui laissent s'épandre ces modèles. On ne peut pas dire aux consommateurs d'un côté qu'il ne faut pas aller chez H&M et Zara, alors qu'ils ont une vision complètement distordue du prix. On ne sait plus quel est le prix réel de ces vêtements, tout en favorisant l'émergence de zones d'activité dans lesquelles on ne va offrir aux consommateurs que ces modèles. Myriam, sur le Facebook de la ville, parce que je vous rappelle que vous pouvez aussi faire vos remarques, poser vos questions sur le Facebook de la ville, nous dit, après tout, on peut aussi acheter de la seconde main. Mérilou nous dit, oui, mais on parle d'écologie, mais il faut arrêter de taxer la classe moyenne, on n'a pas tous accès au bio, on n'arrive pas à boucler les fins de mois, que comptent faire nos dirigeants pour nous? Jean-François Juillard, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces débats? Après tout, est-ce qu'on n'est pas face là à une problématique qui est, ça parle aux urbains, ça parle aux gens qui ont les moyens, et en fait, finalement, on est dans une double peine avec ceux qui resteront au bord de la route parce qu'ils ne pourront jamais s'offrir ce modèle? Oui, bonjour tout le monde. C'est vrai que... Ouais, je vais vous donner le micro-main parce que je crois qu'on a un petit problème de son. Hop là. Ok, c'est mieux, ouais. Bonjour tout le monde déjà. C'est vrai qu'il faut arrêter surtout de stigmatiser les populations les plus précaires. Parce qu'en fait, quels que soient nos modes de vie, ce ne sont pas là que sont les plus grands pollueurs. Il faut arrêter de culpabiliser et de stigmatiser les gens qui n'ont pas la capacité à se nourrir en achetant du bio. Ce n'est pas là que sont les plus grands pollueurs. Et c'est pas, je veux dire, les plus grands pollueurs sont les populations les plus riches. Et c'est pas une opinion, c'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur ça depuis déjà des années. L'ONG Oxfam, avec laquelle on travaille souvent, a publié plusieurs rapports là-dessus. À l'échelle de la planète, 10% des plus riches émettent 52% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est ça qui est responsable de la crise climatique. Donc ça veut dire que 10% sont responsables de plus de la moitié des émissions qui contribuent à cette crise climatique. Et 1% des plus riches émettent 2 fois plus que la moitié la plus pauvre de la population sur la planète. C'est-à-dire que vous avez d'un côté 63 millions de personnes, c'est un tout petit peu moins que la population française, 63 millions de personnes dans le monde qui polluent 2 fois plus quelque part que 3,5 milliards d'habitants sur Terre.
Donc il faut arrêter de penser et de stigmatiser le fait que si on n'a pas les moyens de s'acheter du bio, on n'est pas écolo. C'est pas ça. Pourtant, c'est un peu la petite musique, Jean-François Juliard, pardon, sur les plateaux de télévision, chez des représentants politiques plutôt à l'extrême gauche ou chez les Verts. Cette espèce de petite musique. Bon, vous, là, les banlieusards, bande de bouseux qui avaient un SUV et qui, j'exagère à peine, qui mettait en fait de je ne sais combien de litres d'essence à 2 balles, et à la fin vous prenez les ronds-points. On a eu cette petite musique quand même. Souvenez-vous des Gilets jaunes. Alors moi je ne suis pas responsable d'Europe n'êtes pas Écologie responsable. ou des partis de gauche et tout ça. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ceci dit, les SUV en passant, c'est pas top quand même. Honnêtement, les SUV, si on peut s'en passer, c'est quand même une bonne chose pour la planète. Mais peut-être qu'il y a une petite musique comme ça culpabilisante. Mais c'est pour ça que moi je repose un peu les contours du débat. C'est-à-dire qu'encore une fois, nous on va travailler et on pousse, par exemple, donc il y a une élection présidentielle dans quelques semaines maintenant, on pousse un certain nombre de mesures, dont l'une qui est le rétablissement de l'ISF, donc l'impôt de solidarité sur la fortune, assorti d'une composante climat, c'est-à-dire ce qu'on appelait un ISF climatique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est porté par Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo, pour le coup. C'est d'essayer d'articuler, en fait, protection de la planète et réduction des inégalités sociales. Parce que pour nous, un ISF climatique, c'est l'une des mesures qui conjugue les deux. C'est-à-dire que c'est bon pour la planète et c'est bon pour réduire les inégalités sociales et pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure répartition de l'effort collectif qu'on doit toutes et tous avoir. Et sur la question de l'alimentation, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, et vous avez commencé par ça, sur la question de l'alimentation, c'est pareil, on pousse aussi des mesures qui consistent à adopter par exemple une sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait la capacité financière, quels que soient nos revenus, de se nourrir correctement et notamment d'avoir accès à des produits frais correctement, qu'ils soient bio ou pas, mais avoir accès à des fruits et légumes frais, quelles que soient nos conditions de ressources, parce qu'aujourd'hui la difficulté elle est là. On travaille aussi beaucoup, et j'en profite parce qu'on est dans une université, sur rétablir une mesure qui avait été expérimentée dans quelques universités à un moment donné, qui était d'avoir un menu dans les restos U à 1 €. Parce qu'aujourd'hui, et on l'a vu cet hiver, mais on le voit régulièrement, la difficulté pour les étudiantes et les étudiants, là aussi, de se nourrir et de se nourrir correctement. Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses à faire pour conjuguer comme ça des mesures de justice sociale et les articuler face à cette crise climatique et aux crises environnementales. Donc c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. C'est pour ça qu'on a fondé le collectif Plus Jamais Ça, dans lequel, pour la première fois, c'est quelque chose d'assez inédit, pour la première fois, des organisations environnementales travaillent avec des syndicats comme la CGT, FSU, Solidaire, la Confédération Paysanne, pour pousser dans le débat et formuler des propositions qui permettent justement d'articuler justice climatique et justice sociale. Fergan Aziari, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce débat? Vous, en plus, pour le coup, vous êtes un vrai banlieusard, vous avez grandi à Torcy, en Seine-et-Marne. Oui, tout à fait. Alors, pour reprendre la thématique du débat, il est vrai que la question environnementale aujourd'hui fait l'objet d'un paradoxe, c'est-à-dire que la cause environnementale est par essence la cause la plus universelle qui soit, donc on partage une même planète, nous subirons tous les conséquences néfastes du changement climatique si il n'est pas maîtrisé. Et parallèlement, on a aujourd'hui l'impression effectivement que cette cause est perçue comme étant très élitiste. C'est-à-dire que lorsque vous regardez la sociologie, par exemple, électorale du vote des partis qui mettent le plus en avant la thématique écologiste, et ça a été très bien étudié par des politistes comme Jérôme Fourquet et autres, eh bien, on a plutôt un électorat assez aisé sociologiquement, qui vit dans les centres urbains, assez confortable. Donc les préoccupations environnementales aujourd'hui, dans les pays riches, sont plutôt l'apanage des classes aisées, ça c'est un fait. Et le clivage existe aussi à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que les pays du Nord tendent effectivement à tenir des discours environnementalistes beaucoup plus ambitieux que les pays du Sud qui, par définition, ont d'autres soucis et d'autres préoccupations. Moi, mes parents sont originaires des Comores, qui est un archipel dans l'océan Indien, qui est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il n'y a pas d'ONG équivalente à Greenpeace, comme on a d'autres soucis dans ces pays-là. Et effectivement, le discours climatique apparaît, en tout cas la préoccupation climatique apparaît comme un enjeu assez lointain par rapport à d'autres problèmes de pauvreté économique, sécuritaire qui peuvent exister. Donc la réalité, c'est que l'écologie, la protection de l'environnement est dans les faits un produit de luxe, un produit bourgeois. Ça, c'est un fait. Alors maintenant, il y a, je crois, deux manières d'utiliser ce constat dans le débat public. Une manière un peu facile et improductive qui consiste à dire parce que c'est un produit de luxe, un produit bourgeois, c'est quelque chose d'assez superficiel qui est déconnecté de la réalité, ce qui, je pense, serait une erreur.
Mais il y a aussi une autre manière d'envisager cette réalité en disant mais parce que la protection de l'environnement est un produit de luxe, il n'y a pas lieu d'opposer l'enrichissement et la qualité de l'environnement dans la mesure où c'est à mesure que les peuples s'enrichissent qu'ils tendent justement, qu'ils ont la capacité, qu'ils obtiennent la capacité à se préoccuper de leur environnement et à obtenir le mode de vie le plus respectueux de l'environnement. Tout à l'heure, j'entendais effectivement que les plus riches étaient ceux qui polluaient le plus. Je pense qu'il faut faire attention à ce genre de constat parce qu'il est très partiel, c'est-à-dire que la question environnementale ne peut pas se résumer à la seule question climatique. Il y a bien d'autres problèmes environnementaux qui existent dans les pays pauvres, qui ne sont pas des problèmes climatiques, parce qu'en effet, les pays riches, au regard de l'enjeu de réduction de gaz à effet de serre, sont les plus polluants, ça c'est indéniable. En revanche, quand vous prenez les pollutions de l'air et de l'eau, elles font beaucoup plus de victimes dans les pays faiblement industrialisés que dans les nations développées. Ça, très peu de gens le savent, c'est-à-dire qu'on meurt beaucoup plus de la pollution de l'air en Afrique subsaharienne qu'en Europe occidentale. Pas parce que l'Afrique aurait importé toutes nos usines, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois sur les plateaux, mais au contraire parce que les populations les plus pauvres de la planète n'ont pas accès aux technologies qui, pour nous, vont de soi, et qui, parce qu'elles n'ont pas accès à ces technologies qui vont de soi, s'exposent à des pollutions que nous avons oubliées. C'est-à-dire que, par exemple, je prends 2 exemples très simples, les populations les plus pauvres de la planète qui n'ont pas accès à l'électricité et qui sont par conséquent contraints de faire la cuisine et de se chauffer en brûlant n'importe quoi, de la boue séchée, du bois, des résidus agricoles dans des espaces semi-confinés, ces gens-là sont exposés à des pollutions beaucoup plus ravageuses que le citadin moyen dans les métropoles occidentales. Idem pour la pollution de l'eau. Quand vous n'avez pas accès au traitement des eaux usées, quand vous n'avez pas accès à l'eau potable, vous êtes beaucoup plus exposé à la pollution de l'eau que les citoyens des pays riches. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il est dangereux d'opposer croissance économique et qualité de l'environnement, parce que c'est justement en devenant plus riches que les peuples ont les moyens d'accéder à des technologies d'assainissement de l'environnement. Et je crois que la question climatique est à peu près similaire de ce point de vue-là. Ce que j'entends dans ce que vous nous dites, Fergan, c'est qu'en fait, il va falloir un petit peu se décentrer et arrêter de penser écologie et développement durable d'un point de vue strictement occidental et pays développés. Alors, là-dessus, vous n'êtes pas d'accord, mais on y reviendra, parce que j'aimerais bien en fait avoir un petit peu, des réactions du public sur ce qu'on vient d'entendre. Et du coup, est-ce que là, il y a des gens là... Ah, alors j'adore parce qu'ils me fuient. Ils me fuient, ils s'en vont. Mademoiselle. Oui, bonjour. Du coup, moi, je m'appelle Marina, je travaille pour une association... Attention, ça l'arsène un peu, on va se bouger. Hop là. Une association qui s'appelle Voisins Malins, qui est née ici à Évry-Courcouronnes et qui travaille plutôt dans les quartiers populaires. Donc, je caricature un peu, plutôt versant fin du mois. Et j'ai la particularité d'avoir mon mari qui est à côté de moi, qui lui travaille dans un mouvement écologique national qui s'appelle le mouvement Colibri, donc plutôt côté fin du monde. Et donc c'est vrai que quand on s'est retrouvés tous les deux à travailler dans ces 2 associations, on s'est dit ça va être super, on va réconcilier la fin du monde et la fin du mois, on va porter un message écologique aux personnes qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Ce dont on se rend compte en pratique, c'est ce qui a déjà été dit, c'est que c'est pas si simple. Parce que quand je vais voir des habitants qui habitent chez eux, qui effectivement, comme ça a été dit, n'ont pas le choix de leur chauffage. Donc ils ont un bailleur qui les chauffe à un chauffage collectif, mais le chauffage collectif ne marche pas. Donc ils doivent mettre leur propre chauffage à l'électricité. Ils n'ont pas le choix de l'endroit où se nourrir parce qu'ils n'ont pas les moyens, etc. C'est compliqué d'aller porter un message écologiste. Pour autant, on arrive à faire des choses en justement retirant un peu la culpabilisation et en montrant l'intérêt que ça peut avoir. Et en fait, quand on vient parler du tri des déchets, quand on vient parler des économies d'eau, l'argument qui porte le plus pour convaincre les gens, c'est « ça va vous faire des économies dans votre porte-monnaie ». C'est bon pour la planète, alors on le dit aussi. Mais le fait de dire aux gens, si vous consommez moins d'eau, si vous consommez de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille, ça va vous faire des économies, c'est l'argument qui porte. Et rendre les choses, entre guillemets, plus fun, plus agréable, etc. Fabriquer ces produits d'entretien, il y a eu une expérimentation à Roubaix qui a été faite là-dessus sur le 0 déchet. Ça fait faire des économies aux gens, etc. Et ça, c'est des choses qui permettent de réconcilier un petit peu.
Mais ce n'est pas si simple. Et on a du mal, et on en parle souvent, à faire passer le message parce que les préoccupations sont vraiment différentes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre? Alors, Jean-François Junior nous rappelait voilà, la nécessité peut-être de mettre en place un ISF climatique, d'avoir, de sanctionner les pollueurs, de mettre en œuvre ce pollueur-payeur, faire la pression sur la régulation. Naïla nous en parlait tout à l'heure aussi. Ça, est-ce que c'est des discours qui peuvent être audibles, ou est-ce que vraiment on est à l'ouest, complètement hors sol? Si, forcément, c'est ce qui a été dit. Il ne faut pas faire peser sur la population toute la responsabilité de ça. Dans l'introduction, un des jeunes éloquents disait les conséquences du réchauffement climatique, elles sont les mêmes pour tous. Ce n'est pas vrai. Les conséquences, elles sont beaucoup plus graves quand on n'a pas les moyens, quand on a sa maison qui est emportée par un ouragan. Déjà, à la base, on avait une maison, et on va avoir les moyens de rebondir, une assurance, etc. Quand on est déjà dans une précarité, donc les conséquences, vous l'avez dit aussi, sur les pays pauvres, elles sont beaucoup plus importantes, et donc la responsabilité ne peut pas porter uniquement sur les gens. Il faut qu'il y ait des choses qui se mettent en place. Il faut qu'il y ait des choses qui se mettent en place, qu'on sorte du discours de culpabilité. Et c'est là qu'on retrouve ce que vous nous disiez à l'instant, hein, Fergan, sur la nécessité de se décentrer et de se dire que oui, il y a des problématiques qui sont spécifiques à l'Occident, mais c'est beaucoup plus large, en fait, si on se décentre. Cher monsieur, il n'y a personne, il n'y a que moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je pense, certains intervenants, ils ont fait la critique de la consommation, mais je trouve que c'est souvent la critique du consommateur qu'on fait quand c'est comme ça. Parce que, in fine, ce qu'on va faire, c'est juste opposer ceux qui peuvent se permettre de manger du bio ou des choses comme ça, ou de s'habiller un petit peu mieux, tandis que les autres doivent aller en fripe ou à Emmaüs. Et alors qu'en fait, notre plus gros ennemi commun, du coup, aux gens de la classe moyenne et des gens comme moi, parce que moi je suis étudiant, je vis avec un peu moins de 300 € par mois. J'ai des trains à prendre pour retourner parce que je viens de la campagne Poitevine pour faire mes études ici. Donc, vous êtes étudiant en quoi? Je suis étudiant en droit. En droit? En quelle année? Première année. Première année, vous démarrez là. Ouais, donc ça veut dire que vous êtes logé ici? Je suis logé au Crous, ça c'est une grosse avancée qu'on a. Ça aussi, l'idée des logements sociaux, c'est très important pour les étudiants, pour toutes les classes précaires. On parlait aussi tout à l'heure du logement et tout, et de la consommation, mais rien que l'isolation des bâtiments, c'est très important. Il y a des gens qui ont froid, qui sont obligés de remettre le chauffage, alors qu'ils ont déjà des salaires qui sont très faibles. Donc tout ça, ça me semble être des axes sur lesquels il faut aller. Donc moins stigmatiser le consommateur, plutôt critiquer le système. Je vais dire des gros mots, mais le problème, c'est plus le productivisme et le capitalisme que le petit consommateur qui mange de la viande. Ouais. Voilà. Mais non, ce n'est pas des gros mots, on va pouvoir en parler, hein, on n'a pas de souci là-dessus. Juste, Jean-François nous parlait tout à l'heure des repas à 1 € au Crous. Est-ce que ça, vous en avez bénéficié? Comment est-ce que vous avez traversé cette période, justement, quand on vit avec 300 € par mois, comment on fait concrètement? Alors comment on fait? Déjà, on apprend à gérer un budget. C'est quelque chose qui est nouveau. Moi, l'année dernière, j'étais déjà interne, donc j'avais quelques notions, mais c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Le repas à 1 €, c'est quelque chose qui sauve des vies, genre vraiment. Il y a eu des mois où j'ai quand même dû sauter des repas parce que si tu décides de faire une sortie ou des choses comme ça, ou de reprendre un train supplémentaire pour voir ta famille ou tes amis, c'est 60 €, 70 € qui partent. Et tu te dis, voilà, il y aura ce mardi-là où je ne mangerai pas la 5e fois de suite des pâtes. Et voilà. Mais les 1 € au Crous, ça a vraiment sauvé des vies, ça a sauvé des étudiants. Et ça aurait dû être prolongé pour tous les étudiants, parce qu'il y a des étudiants qui ne sont pas boursiers et qui ne peuvent pas manger à leur faim. Moi, j'ai de la chance d'être boursier, enfin, la chance, on se comprend. Vous êtes à quel échelon, sans indiscrétion? Je suis échelon 2. D'accord. Donc c'est une petite bourse, mais ça suffit pour vraiment monter. Voilà. Merci beaucoup. C'est quoi ton prénom? Hugo. Hugo, merci Hugo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, vous avez le droit de l'applaudir. Hop. Fergan, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient d'entendre justement sur cette dimension de difficulté au quotidien, sur la nécessité de sortir de la culpabilisation? Ouais, exactement. Je vous ramène. J'aimerais bien vous entendre sur ce qu'on... Je pense que ça conforte en partie ce que je viens de dire, c'est-à-dire que aussi longtemps qu'on envisagera la question écologique comme une opposition binaire entre enrichissement et qualité de l'environnement, on ne parviendra jamais à faire de l'écologie une aventure populaire. C'est-à-dire que je pense effectivement qu'il faut sortir
cette opposition manichéenne qui n'a pas beaucoup de sens en réalité, puisque si, encore une fois, on estime que la protection de l'environnement est un produit de luxe, alors la meilleure manière de démocratiser ce produit de luxe, c'est de réduire la pauvreté. Et cette réduction de la pauvreté, vous ne l'obtiendrez pas si vous diabolisez la croissance économique, le développement industriel, qui est historiquement le processus qui permet à des centaines de millions d'êtres humains de sortir de la pauvreté depuis la révolution industrielle. Donc je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est vrai au regard des enjeux de l'adaptation face au changement climatique. Madame l'a dit tout à l'heure, effectivement, le changement climatique impactera davantage les pays pauvres que les pays riches. Pourquoi ? Parce que les pays pauvres, en raison justement de leur état de sous-développement, ne sont pas aussi résilients que les pays riches face aux catastrophes naturelles. Je vous prends juste 2 exemples. Quand vous vous appelez Israël, que vous avez les moyens de dessaler l'eau de mer, que vous avez les moyens de mettre en place des systèmes d'irrigation développés, vous êtes beaucoup moins vulnérable aux épisodes de sécheresse que lorsque vous appelez Madagascar. Quand vous vous appelez les Pays-Bas, que vous avez les moyens de mettre en place des systèmes de protection côtière, des digues ultra sophistiquées, d'aménager des polders pour gagner des terres d'ici sur les Pays-Bas sont en dessous du niveau de la mer. Exactement. C'est pour ça. Ils ont bâti leur civilisation en dessous du niveau de la mer et ils sont aujourd'hui leaders mondiaux en matière de gestion des problèmes côtiers. Bien, quand vous vous appelez les Pays-Bas, vous êtes beaucoup moins vulnérable aux inondations que lorsque vous appelez le Bangladesh. Donc tout ça vous montre... Mais est-ce que si on revient à une préoccupation de Évry Courcouronien, je prends cet exemple exprès, qu'est-ce que ça veut dire de faire en sorte de réduire ces inégalités et de faire en sorte que cette croissance bénéficie à tout le monde dans une forme de ruissellement, selon une expression consacrée? Est-ce que ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires? Est-ce que ça veut dire que, prenons un exemple, vous savez que nous sommes dans une zone à faible émission, ici, en Île-de-France, et la métropole de Paris, et que au niveau de la A86, d'ici quelques années, les moteurs thermiques seront interdits. Là, par exemple, les critères 4 et 5 ne peuvent pas passer en fait le niveau de la A86. L'année prochaine, ce seront les critères 3. Là, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que vous feriez, vous, président Fergan? Est-ce que ça veut dire qu'il faut remplacer toutes les bagnoles de tous les gens qui n'ont pas les moyens? Juste pour faire une comparaison historique avec ce que vous venez de dire, ce processus-là que vous décrivez de renchérissement du coût de la vie en raison des normes environnementales, ce n'est pas un processus qui est nouveau en soi. C'est-à-dire qu'on l'a connu tout au long du 19e et du 20e siècle. C'est-à-dire que les usines du 19e siècle n'ont rien à voir avec les usines du 21e siècle. Elles étaient beaucoup plus polluantes. Et lorsque vous avez, à l'époque, on avait les mêmes débats à l'époque. C'est-à-dire que lorsque on discutait de la manière de réduire les pollutions dans les centres urbains et qu'on voulait installer des dispositifs anti-pollution, il y avait des contestations parce que ces dispositifs tendaient à renchérir précisément le coût de la vie, le coût des produits, des biens et des services produits par ces mêmes usines avec des standards environnementaux plus élevés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces évolutions ont été perçues plutôt positivement parce qu'à l'époque, l'augmentation du niveau de vie des populations était supérieure, était beaucoup plus rapide que l'augmentation finalement du coût de la vie qui résultait de la modernisation et du verdissement de l'appareil productif. Donc si vous voulez demain, encore une fois, rendre ces évolutions industrielles nécessaires, populaires, c'est-à-dire qu'effectivement permettre à des gens d'accéder à des voitures moins polluantes qu'aujourd'hui, qui vont nécessairement coûter plus cher, il faut aussi l'avouer. Une voiture électrique, c'est minimum 20 000. Il faut aussi réfléchir sur la manière de recréer du pouvoir d'achat, de la croissance, des gains de productivité, puisque ce sont ces processus-là qui, historiquement, permettent d'augmenter les salaires, permettent d'augmenter le niveau de vie des gens pour qu'ils puissent se procurer des produits plus vertueux sur le plan écologique. Alors, j'aimerais entendre Jean-François Julière puis Neila Ajatouni sur tout ce qu'on vient d'entendre. Tout ça va sur faire, plein de trucs. Choisissez, tirez le fil que vous souhaitez. Non, il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites. Après, nous, la vision qu'on porte chez Greenpeace, c'est qu'il faut aussi réinventer nos modes de vie, réinventer la manière avec laquelle fonctionnent nos sociétés. C'est-à-dire, pour rester sur cet exemple évoqué à l'instant du déplacement, du transport et de la voiture, si à la fin l'idée est simplement de remplacer un nombre existant de véhicules essence ou diesel par un nombre équivalent de véhicules électriques, très honnêtement, ça ne nous intéresse pas. Parce que déjà, on ne va faire que déplacer la pollution. C'est-à-dire qu'on va effectivement moins émettre de CO2, comme c'est le cas avec les voitures thermiques, essence et diesel aujourd'hui, mais on va consommer plus de minerais pour fabriquer les batteries des véhicules électriques. Enfin voilà, on va déplacer le problème, on ne va pas le régler. Donc ça veut dire que nous, on essaie de faire en sorte de convaincre notamment les pouvoirs publics, parce que là, ça passe avant tout par une réflexion des pouvoirs publics, des décideurs politiques, économiques,
qu'il faut repenser globalement la question des mobilités. C'est aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une voiture, on a besoin de se déplacer. Parfois, pour se déplacer, on a besoin d'une voiture, mais pas systématiquement. Et on peut essayer d'imaginer des modes de transport qui ne reposent pas simplement sur la possession d'un véhicule individuel. Donc c'est un ensemble. Ça voudrait dire de l'autopartage, du covoiturage, mais aussi dans la zone dans laquelle on est. On a ici le RERD, on a un réseau de bus qui est parfois, pas toujours. Mais si on passe par exemple côté Bondoufle, alors là, on est un peu plus dans la merde. Oui, mais parce qu'on a développé depuis des décennies maintenant, on a aménagé le territoire uniquement en fonction de la possession d'une voiture individuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a construit des lotissements, on a posé les centres commerciaux à des endroits où les gens peuvent venir uniquement s'ils ont une voiture individuelle. C'est tout ça qu'il faut repenser. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça c'est clair, et ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique, et ça ne va pas se faire avec une seule mesure. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un ensemble de mesures et de lier tout ça pour faire en sorte que demain, on n'ait plus autant besoin qu'aujourd'hui de se déplacer avec sa voiture individuelle. Et ça vaut pour tout un ensemble de choses. Donc là, vous, si je dois schématiser, c'est plutôt décroissance, quoi. C'est pas forcément de la décroissance, c'est apprendre à vivre autrement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas... je reprends vos propos, on ne va pas forcément diaboliser la croissance économique dans le sens où on dit qu'effectivement, dans certaines régions du monde, il y a besoin de développement, donc quelque part d'une croissance économique. En revanche, on a le sentiment que dans nos économies riches, on va les appeler comme ça, européennes, la quête permanente de toujours plus de croissance du PIB notamment nous conduit dans le mur. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont on a besoin, c'est de réduire les inégalités, ça ne passe pas forcément par une croissance permanente de l'économie. Et puis surtout, on voudrait que, pour une fois, l'économie s'inscrive dans les limites planétaires. On découvre de plus en plus qu'il y a des limites planétaires et qu'on ne peut pas continuer à faire croire que la Terre est renouvelable à l'infini et que les ressources dont on a besoin pour se déplacer, pour se chauffer, pour travailler, pour manger, etc., sont des ressources renouvelables à l'infini. Donc ça veut dire reprendre totalement aussi le modèle économique et faire en sorte qu'il soit compatible avec l'impératif environnemental et pas l'inverse. Alors, je cite, et je viens à vous, Naïla, dans une minute, Johan sur le Facebook de la ville qui dit « Monsieur est gentil, hein, mais si on veut se sentir libre H24 de se déplacer, on garde et gardera sa voiture individuelle. 3 points d'exclamation, liberté de déplacement et voyage. » Mais ça dit aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'on est tellement habitué à avoir cette liberté de passer dans sa voiture et de pouvoir aller où on veut, que là, ça demande quand même aussi un changement d'imaginaire, ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, bien sûr, mais je sais qu'on demande beaucoup et qu'on demande effectivement à penser nos villes et nos vies autrement. L'idée, c'est pas de restreindre des libertés, c'est aussi de faire en sorte qu'on prenne conscience des choses. On a beaucoup de débats en ce moment sur la question du transport aérien. Vous disiez liberté de se déplacer, c'est aussi la liberté de prendre l'avion. Mais à un moment donné, toutes les projections sur la croissance du trafic aérien montrent que de plus en plus, le trafic aérien va avoir un impact de plus en plus fort sur la question climatique. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se dit que tant pis, on sera toujours libre de prendre aussi souvent l'avion qu'on veut et que ça va aggraver la crise climatique, ou à un moment donné on régule les choses autrement? Nous, on est pour réguler les choses autrement. Ça ne veut pas dire des vies plus austères, ça ne veut pas dire des vies plus contraintes, ça ne veut pas dire des sociétés autoritaires ou quoi que ce soit. Et plus on prend tôt les choses, plus on se donne la possibilité d'imaginer des vies autrement. L'idée, c'est, je ne vais jamais interdire à qui que ce soit de prendre sa voiture, mais en revanche, offrir la possibilité à ceux qui n'ont pas envie de prendre leur voiture de le faire. Ça, c'est un choix qu'on devrait avoir toutes et tous. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Aujourd'hui, la plupart du temps, on subit le fait de devoir prendre sa voiture plutôt qu'on choisit prendre sa voiture pour aller faire un tour comme Johan sur Facebook. Ouais. Alors, passer à Naïla, je voudrais vous entendre. Justement, Johan nous dit aussi taxer, limiter, sanctionner, cela fâche les Français avec l'écologie, surtout à petit budget. Baisser les taxes sur les produits écolos, subventionner plus les investissements travaux et auto vertes, notamment pour les jeunes et populations faiblement imposables, recomposer les gestes écologiques financièrement, genre consigne ou dégrèvement fiscal, cela fonctionnerait. Et Merilou nous dit, le constat est là, le secteur industriel pollue les pays pauvres avec les déchets, voyez, c'est la responsabilité des dirigeants et non celle de la population. Bon, on voit en fait que on est quand même tiraillé entre nos habitudes, nos imaginaires. On a quand même grandi dans une société de consommation où on nous dit allez-y, consommez. Je rappelle juste, alors qui ici a un smartphone? Petit sondage. Qui ici a un smartphone? Ouais, ce serait plutôt qui n'en a pas. Qui n'a pas de smartphone? Ah ben voilà, fallait poser la question à l'envers. Alors, un smartphone, c'est en moyenne tous les 20 mois que nous le changeons.
C'est surtout ça le problème. Tous les 20 mois. Et donc, et là, je viens à vous, on a entendu beaucoup de choses en fait sur la nécessité de penser autrement les choses, de permettre en fait aux gens de changer leurs pratiques, que dans l'absolu, personne n'est contre l'écologie. Alors, on évoquait cette notion de croissance, décroissance. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde? Hugo nous disait, après tout, nous, notre quotidien, c'est aussi ces repas à 1 € qui nous permettent de manger correctement. C'est la question aussi des trajets. Je rappelle par exemple que quand on est 2 en voiture pour faire un trajet, c'est toujours moins cher en fait que de partir en train. Donc cette question en fait économique, elle est véritablement centrale. Oui, elle est centrale et moi, je ne peux que partager le constat, la remarque d'Hugo puis de cette dernière personne. Quand on dit qu'il ne faut pas culpabiliser le citoyen et que ce n'est pas lui nécessairement qu'il faut taxer en premier, etc., c'est vrai, c'est pas pour pas l'embêter, c'est parce que ce n'est pas le plus utile à notre sens, et c'est ce qu'on dit au collectif Éthique sur l'étiquette. Ce qui est utile, c'est d'enrayer ces modèles économiques. Il faut que ça devienne coûteux de produire à low cost, il faut que ça devienne coûteux de surproduire des vêtements à très bas coût qui vont polluer la planète et exploiter la main-d'œuvre dans le monde. Il faut que ce soit interdit de faire des publicités en 4x3 pour des SUV quand on demande aux consommateurs d'être responsables. Il faut que les zones d'activité qui désertent les centres-villes et promeuvent des modèles, encore une fois, low cost, etc., qui vont par ailleurs mettre en danger des emplois. Nous, on a eu des actions de travailleuses, de vendeuses d'H&M en solidarité avec les ouvrières du Bangladesh. Donc, pour nous, l'acte individuel, il est essentiel quand on le peut, en tant que consommateur, évidemment. Donc, en effet, on peut mieux consommer, acheter en seconde main, mais on a le droit aussi, même quand on fait partie des classes les plus pauvres, d'avoir des choses neuves et d'avoir un vrai smartphone. En revanche, on ne devrait pas avoir le droit de faire de l'obsolescence programmée, de sortir de nouveaux modèles systématiquement, c'est-à-dire d'inciter à cette consommation et bien voir que le consommateur, le citoyen, est soumis à des injonctions contradictoires. Donc toute notre action et notre rôle est de dire, mais on partage avec beaucoup d'ONG et de syndicats, pourquoi on en appelle une action politique, c'est que notre pouvoir de consommateur, il est limité. On n'est pas armé aujourd'hui, même si on limitait nos achats, etc., on n'est pas armé pour faire face à ces publicités, à ces modèles économiques prédateurs. Mais on peut faire de la pédagogie, ce que vous faites. On peut faire de la pédagogie, mais on peut surtout inciter les gens à agir en tant que citoyens. Il y a quelques années, le CETA, le TAFTA... Alors ça, ce sont les accords de libre-échange avec le Canada et avec les États-Unis qui ont été signés avec l'Union européenne, le TAFTA n'ayant pas été signé d'ailleurs parce qu'il a été bloqué sous l'administration Trump. Exactement. La question du travail forcé des Ouïghours qui ont conduit aujourd'hui à ce qu'on suspende l'accord d'investissement avec la Chine et l'Union européenne. Tout ça, ce sont des batailles. Europa City, le projet d'aménagement centre commercial vers Garges-les-Gonesse, il me semble, qui a été abandonné. Voilà, artificialisation des sols, toutes ces luttes sont obtenues pas tant parce qu'en tant que consommateur, on a modifié nos comportements de consommation, mais parce qu'on a une action politique citoyenne qui vise à faire pression sur le régulateur. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Nous, on défend une loi, une directive à l'Union européenne sur le devoir de vigilance des sociétés transnationales. Il faut qu'elles soient responsables des impacts sociaux et environnementaux de leur activité. Et notre action, elle est plutôt de se dire, on peut signer des pétitions, débattre, interpeller sur les réseaux sociaux, dans le même temps que quand on est suffisamment armé, on peut modifier nos comportements de consommation. Et c'est ça qui va faire évoluer les choses. Donc on appelait plus à une action citoyenne et politique, plutôt qu'en effet, il faut déplacer les débats en fait, parce que c'est aussi le discours des grandes sociétés transnationales de recentrer sur l'action individuelle et du consommateur. Aujourd'hui, on a, même dans l'habillement, les grandes marques incitent le consommateur à être responsable et à recycler ses vêtements. C'est pas possible, ce sont les mêmes qui sont à l'origine de ces modèles prédateurs. Et simplement, c'est H&M, disons-le clairement. Oui, j'ai dit tout à l'heure H&M, Zara, Primark, Shein, aujourd'hui sur les... Quand ils nous disent, pour être clair, que ramenez vos vêtements, on vous donne un bon d'achat et donc du coup on recycle, etc. C'est foutaise. C'est foutaise dans le sens où on recycle 20% des textiles dans le monde, donc pas seulement l'habillement. À 80%, on est incapable de le faire. On n'a pas soit la capacité technologique, parce que ces marques low cost produisent de plus en plus de fibres mélangées. On n'est pas capable aujourd'hui de recycler un vêtement qui est composé à 5% d'élastane, 20 de coton, X de polyamide, etc. Par ailleurs, ce sont des matières plastiques issues du pétrole extrêmement polluantes, donc on ne sait pas le faire. On sait en partie
recycler une petite partie, mais surtout, ça ne sera jamais à la hauteur des modèles de surproduction qui sont aujourd'hui beaucoup plus rentables pour H&M, Shein, Zara, etc., plutôt que d'être responsables sur leur chaîne de valeur. Donc, c'est très bien de recycler ponctuellement, mais c'est encore mieux de faire pression sur ces anciennes pour qu'elles n'aient pas le droit de proposer ces modèles. Et peut-être une toute petite réaction sur la question des pays pauvres, pays riches. Si les populations en fait, les plus riches et les pays les plus riches sont les plus grands pollueurs, les classes les plus pauvres et les pays les plus pauvres sont les premières victimes en fait, de la question climatique. Et si le Bangladesh aujourd'hui ou Madagascar ne sont pas en capacité... ce qu'il faut, je pense, c'est aussi briser la croissance, c'est un des éléments du développement, mais on sait depuis bien longtemps que pas nécessairement. La question aujourd'hui, ce n'est pas tant la croissance que la question de la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté. Le Brésil, l'Inde, la Chine, qui étaient des pays émergents, ont connu une croissance fondamentale, mais ce sont aussi les pays dans lesquels on a le plus d'inégalités. Et si le Bangladesh aujourd'hui n'est pas en capacité d'offrir de l'eau potable, où est le premier exposé aussi au réchauffement climatique, c'est parce qu'il n'a pas été maître de son modèle de développement. Je veux dire, ces pays ne sont pas éloignés des questions, des rapports capitalistiques, des rapports de domination aussi entre l'Europe et les pays riches. Le Bangladesh a été spécialisé à la faveur d'accords commerciaux dans les années 2000 dans une production low cost pour les consommateurs européens d'une économie à faible valeur ajoutée tournée vers l'exportation. Mais le Bangladesh, comme la Tunisie, on travaille avec ces pays, n'ont pas eu les moyens de choisir leur modèle de développement. La question, c'est ça aujourd'hui. La Tunisie devrait être en capacité de ne pas produire des vêtements à petit prix pour nous, consommateurs, mais de choisir une agriculture paysanne avec des prix rémunérateurs pour les paysans. Donc voilà, la croissance dans ces pays, ça n'est pas qu'une question d'absence de volonté politique de ces États. Ils sont soumis depuis des décennies aussi. Je veux dire, tous ces pays sont aussi les fournisseurs de matières premières et humaines de nos grandes économies, de nos grandes sociétés transnationales. Bolloré en est un exemple, Veolia, Total, on a des exemples permanents. Donc pourquoi on insiste à ce point sur la réglementation des sociétés transnationales, et c'est le rôle de l'Europe et des grandes puissances, c'est précisément parce qu'elles sont les premières qui ont ces effets dévastateurs sur l'environnement et les droits humains. Répondez, Fergan, et on repassera par la salle, parce que du coup, ça nous renvoie aussi à ce que nous disait Hugo, c'est qu'à la fin, il faut sortir de ce système productiviste. La planète n'est pas infinie, les ressources ne sont pas infinies. On a le jour du dépassement, qui est ce moment dans l'année où on a exploité toutes les ressources de la planète alors qu'elle ne peut pas en fait, se régénérer. Je crois que c'est début août désormais. Alors, pour revenir sur la critique de la croissance et du système productivisme, je trouve ça assez intéressant. On en revient finalement au logiciel de la décroissance. C'est-à-dire que lorsqu'on critique effectivement le productivisme et la croissance et qu'on accuse la croissance d'être à l'origine de tous nos maux environnementaux, on oublie encore une fois ce que j'ai rappelé au début, c'est qu'à savoir, c'est que la pollution aujourd'hui fait davantage de victimes dans les pays pauvres que dans les pays riches. Donc cette opposition entre richesse et environnement, selon moi, elle est fallacieuse. Maintenant, le problème de ceux qui font de la décroissance une fin en soi, selon moi, c'est que cette obsession de la décroissance fait qu'on en vient à oublier les raisons véritables pour lesquelles on lutte contre le changement climatique. Alors on va les rappeler. Pourquoi on lutte aujourd'hui contre le changement climatique? Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas pour faire plaisir à Gaïa qu'on lutte contre le changement climatique. Qui est Gaïa pour les néophytes là? Gaïa, c'est l'incarnation de la Terre dans la mythologie grecque. Donc, si on lutte contre le changement climatique, c'est bien parce que le changement climatique, s'il n'est pas maîtrisé, nous expose à des risques potentiellement insupportables sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, sur le plan économique. Autrement dit, si on lutte contre le changement climatique, c'est bien pour des considérations bassement matérielles. Et donc, il s'ensuit qu'une politique écologique vertueuse, c'est bien celle qui permet d'offrir aux êtres humains le niveau de vie le plus élevé possible en toute sûreté dans leur habitat. C'est bien ça le but du jeu. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut découpler la croissance économique et les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on peut toujours croître? L'exploitation de la ressource. Bien sûr, bien sûr. Les ressources ne sont pas infinies. Exactement, mais est-ce qu'on peut découpler justement la croissance économique des émissions de gaz à effet de serre? En fait, quand vous regardez les données aujourd'hui à l'échelle mondiale, vous vous rendez compte que c'est déjà partiellement le cas dans certaines régions. Pas partout, mais dans certaines régions. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, un Français, par exemple, émet moins de CO2
qu'un Sud-Africain, qu'un Chinois ou qu'un Mongol. Pourquoi? Pas parce que le Mongol consommerait moins d'énergie qu'un Français, c'est absolument faux, on consomme beaucoup plus d'énergie qu'un Mongol. Simplement, quand vous avez une électricité qui s'appelle le nucléaire et qui donc compose à 70% notre mix électrique, alors pas énergétique, électrique. Hein, vous émettez beaucoup moins de CO2 qu'un Mongol qui est 4 fois moins riche qu'un Français, mais qui dépend, lui, du charbon et des énergies fossiles à 90-95% peut-être. Bon. Donc vous voyez bien que l'enjeu ici, c'est bien justement la question du progrès technique pour faire en sorte de verdir la condition, le niveau de vie de l'humanité en imposant le moins de sacrifices possible, puisque le but, c'est bien quand même d'offrir aux gens, à l'espèce humaine de manière générale, le niveau de vie le plus élevé possible. Et pour venir à ce que vous disiez sur l'opposition entre la croissance économique dans les pays du Sud et dans les pays du Nord, très rapidement, je pense qu'il est vain de faire cette opposition, parce que les pays du Sud dépendent aussi des pays du Nord, et réciproquement pour leur croissance économique. Nous sommes dans un monde interdépendant. Quand vous êtes un Africain et que vous importez des technologies, des médicaments, du capital pour investir dans des infrastructures, vous dépendez vous aussi des capacités productives des nations industrialisées. Donc ça n'a pas de sens, si vous voulez, de faire cette opposition entre le développement des pays du Sud et ceux des pays du Nord. Bon, j'adore parce que du coup, on est en train de... Enfin, vous voyez à quel point la controverse est en train de se créer, c'est qu'en fait, je ne vais pas pouvoir vous repasser le micro parce qu'ils veulent tous se répondre. Rapidement. Je vais dire juste un mot parce que je vais laisser Jean-François répondre. Quand on dit un Mongol, un Chinois, un Français, on ne parle pas de la population dans les steppes mongoles qui vit de rien ou d'autres qui sont complètement démunis, du milliardaire qui voyage en jet privé. Donc, ça n'a pas vraiment de sens de comparer individuellement, mais c'est tout le problème. C'est-à-dire que c'est des confrontations d'économies de la régulation ou libérale. Est-ce qu'on en revient toujours à l'individu dans sa responsabilité ou à la question de la responsabilité collective? Donc voilà, ça dépend qui chez les Français consomme moins qu'un Chinois ou qu'un Mongol. Merci pour la précision, c'est vrai qu'elle est juste. Mais même rapportée à la moyenne de la population, je pense que vous vous trompez totalement. C'est-à-dire, je vous mets au défi de me trouver des chiffres qui montrent qu'un Sud-Africain en moyenne ou qu'un Mongol en moyenne émet plus de CO2 qu'un Français. Ou alors vous confondez production électrique et production énergétique. Sur l'électricité, peut-être, parce que vous avez parlé du nucléaire, donc c'était un moyen de glisser le soutien au nucléaire au milieu de tout ça. Je vois pas ce que ça fait là, mais enfin bon, peu importe. Mais c'est pas le débat du jour. Mais surtout, en fait, d'une part, non, ce n'est pas vrai qu'un Français émet moins de CO2 qu'un Sud-Africain. Ce n'est tout simplement pas vrai. Et puis, en fait, il faut aussi comparer des choses comparables. C'est-à-dire qu'en France, en moyenne, un Français émet autour de 5 ou 6 tonnes de CO2 par an. C'est-à-dire, en moyenne, 5 ou 6 tonnes de CO2 par an. Si vous associez à ça l'empreinte carbone totale, vous montez à 11 tonnes de CO2 moyenne par Français par an. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en France, on a baissé les émissions de gaz à effet de serre en moyenne par habitant, mais on a une empreinte carbone qui est stable. C'est parce que tout simplement, on a déplacé la pollution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout un tas de sites industriels qui existaient en France ne sont plus en France et que du coup, quelque part, on importe les émissions de gaz à effet de serre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre qui sont comptabilisées dans les quotas du Bangladesh ou de la Chine ou de la Tunisie, tu en parlais, mais finalement, c'est pour des produits qu'on va, nous, consommer ici. C'est ce qu'on appelle les émissions importées. Donc, quelque part, votre discours qui consisterait à faire croire qu'on pollue moins en France que dans d'autres pays, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est ce que nous disait Merilou, mais pas sur les mêmes volumes, pas à la même ampleur. Enfin, faut être sérieux et raisonnable. C'est ce que nous disait aussi Merilou sur le Facebook de la ville. C'est que le constat, c'est que que nos secteurs industriels envoient aussi nos déchets à l'étranger. Alors, je suis sûre que ça vous inspire beaucoup de choses, messieurs. Hop, je m'assois parce que comme je suis vieille, j'ai besoin de m'asseoir. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce qu'on entend ? Alors bonjour à tous et à toutes. Déjà on voit que le débat est assez intéressant et donc il y a de la controverse. Oui, il y a de la controverse et c'est toujours bien d'avoir de la controverse. C'est toujours bien de pouvoir opposer des visions pour justement essayer de se faire un propre avis. Ça c'est toujours important. Et alors vous êtes étudiant ici ? Oui, je suis étudiant. Étudiant en quoi ?
Bon, j'ai fini mes études, hein. Moi, je suis ancien étudiant, j'ai fini cette année. Félicitations. Merci, j'étais étudiant en droit des affaires. Alors, du coup, qu'est-ce que tout ça m'inspire? Désolé, je ne vais pas être aussi technique et aussi précis. Vous avez le droit que de ne pas vous, être technique, c'est pas grave. mais Allez-y. voilà. Alors, moi, j'aimerais citer une phrase qui a été dite par Greta Thunberg qui disait notre maison brûle. Je veux que chaque jour, vous ayez peur comme moi et je veux que vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme si vous étiez en crise. Je veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu parce qu'elle l'est. Et cette phrase qui a été prononcée il y a quelques années, et force est de constater que malheureusement, la question climatique est toujours au devant de la scène, mais on a l'impression que finalement, on est toujours en train de refaire les mêmes débats. Je rappelle que l'accord de Paris date de 2015. Vous faites bien de le rappeler, ça fait un bail. Ça fait un moment maintenant, et on a toujours aussi toujours des rapports, notamment du GIEC, qui nous disent finalement, il y a 6 ans, on s'est dit c'est la révolution, on va tout changer, et que finalement, 6 ans après, on est toujours quasiment au même niveau. Cela prouve que finalement, la question écologique n'est pas si binaire que ça. C'est-à-dire que c'est pas que des questions individuelles, mais c'est pas aussi que des questions étatiques et collectives. Et après, on a parlé tout à l'heure au début d'ailleurs de cette tendance à victimiser les personnes qui auraient moins les moyens de pouvoir avoir des comportements écologiques, mais qui du coup sont ceux qui auraient les comportements les moins écologiques. Je pense que c'est pas une bonne chose, mais ça a permis quand même aussi d'imposer le débat, d'imposer la question écologique dans le débat public. C'est qu'un peu de culpabilisation, ça a le mérite de faire prendre conscience des choses. On peut dire ça. Ça veut dire que ça a permis d'imposer la question climatique dans le débat public. Et quand on voit toutes les manifestations, notamment de jeunes, ce qui est assez remarquable aussi, tous les jeunes, toutes les marches pour le climat qu'il y a pu avoir durant ces dernières années, on permet justement de montrer que cette dose de culpabilisation, on va dire, n'est pas si mal que ça. Un autre point, alors... Oh là là, vous en avez des choses, dis donc, là-dessus. Alors, sur et on a vu au-delà de ce qui a été dit que finalement, la question écologique est une question qui est intrinsèquement sociale. On peut pas le nier. Et à mon avis, je pense que il y a 3 niveaux, et en fait ces niveaux-là sont complémentaires. Donc on a le niveau des politiques publiques qui du coup doivent prendre ces questions-là en main. Et je vais revenir sur tout à l'heure le témoignage de Hugo, justement, qui a parlé de plusieurs aspects. Mais on a aussi le niveau individuel qui est très important aussi à prendre. Moi, je voulais dire une chose sur le fait que justement, je pense qu'il est, et peut-être j'ai une vision du fait de ma formation aussi assez légaliste. Je pense que au niveau des États, je pense qu'il est important aussi d'avoir une vision où il est important de créer des droits et surtout des droits. Ouais. Parce que aujourd'hui, on a des droits pour qui? Pour les personnes individuelles, pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire le droit de bien consommer, un droit à l'alimentation, un droit au logement, etc. Tout à l'heure, par exemple, Hugo a parlé du repas à 1 euro. Ça, c'est une politique publique. C'est-à-dire que si demain on imposait que finalement tout étudiant a droit à un repas, par exemple, à 1 euro, ça permettrait à ce que ces personnes qui sont titulaires de ces droits-là puissent justement les revendiquer et puissent justement avoir une base sur laquelle revendiquer aussi plus de droits. Voilà, avec des droits du coup qui seraient... qui permettrait justement de faire avancer les choses. Je passe un peu de l'autre côté parce que, hop là, il y a le voisin d'Hugo. Bonjour le voisin d'Hugo. Bonjour. Comment tu t'appelles le voisin d'Hugo? Mathis. Mathis. Ouais, alors du coup, je voulais faire d'abord une petite mise au point sur l'idée de découplage. L'idée de découplage est dans des scénarios vraiment assez mythiques en fait, parce que le découplage est vraiment, ça dépend des modèles qu'on prend. Pour les néophytes, découplage, de quoi on parle? Oui, le découplage entre la croissance économique du PIB et l'émission de CO2, parce qu'en plus, en général, on prend que l'émission de CO2 dans l'idée de découplage, alors qu'il y a tous les gaz à effet de serre à prendre en compte, il y a les pollutions chimiques à prendre en compte, il y a l'artificialisation des sols à prendre en compte. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée de découplage, c'est un peu un mythe qui ne va pas changer grand-chose, et il faut d'abord se concentrer sur la sobriété énergétique
et la sobriété matérielle en consommant moins d'énergie et moins de consommation matérielle, parce que c'est là où il y a le plus grand effort à faire en fait. Même dans les scénarios de RTE là, qui sont sortis, ils prévoient en général... Du réseau de transport d'électricité. Voilà. Ouais. Ils prévoient en général une baisse des émissions, enfin une baisse de la consommation énergétique en France de 40% au global. Donc dans tous ces scénarios-là, ce qui est important, c'est de comprendre que ça, c'est le plus gros effort en fait à demander avant de faire le débat sur pour ou contre le nucléaire ou pas. C'est où est-ce qu'on va faire ces efforts de sobriété énergétique, dans quel domaine, dans quel secteur d'activité. Et Mais pourquoi il faudrait faire des efforts de sobriété énergétique selon vous? En fait, c'est une nécessité. Si vous voulez, plus on consomme énergétiquement, ça veut dire que plus on va polluer forcément. Parce que la consommation énergétique, c'est pas dans le vent, c'est plus de chaises, de tables, plus de voitures, plus Oui, mais notre consommation quasi annuellement, en fait, elle augmente de 30%. Donc, en fait, là, vous nous dites qu'il faut qu'on arrête qu'on débranche. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire... arrête de consommer. Non, pas du tout. Non, c'est pas aussi caricatural. C'est l'idée que, en fait, il y a des secteurs comme le numérique. Il va falloir qu'on réduise l'empreinte numérique. Par exemple, avec les vidéos, il va falloir diminuer la consommation de streaming parce que c'est un des postes les plus importants en fait dans le streaming. Et ça touche notamment les jeunes, c'est hyper important. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le renouvellement en fait et la durabilité de tout ce qu'on va faire. C'est le problème majeur, c'est qu'aujourd'hui, il y a des changements d'objets qui sont beaucoup trop réguliers. Il va falloir contraindre en fait les acteurs économiques. Et je pense qu'en fait le côté producteur est beaucoup plus pertinent, parce qu'il y a le Shift Project qui a sorti un papier qui a montré que le côté consommateur, en fait, même si les consommateurs en France se limitaient, étaient les plus vertueux écologiquement, il y aura un impact écologique qui ferait une baisse que de 25% de leur empreinte écologique. Le reste, ça serait 75% du côté producteur. Donc il faut vraiment insister sur la sobriété énergétique et sur les acteurs. Mais alors ces acteurs, comment vous les contraignez, vous parce que du coup, pardon, j'ai oublié ton prénom. Forest Jaurès. Jaurès nous dit il faut faire des lois, il faut qu'il y ait des droits opposables, etc. Toi, tu ferais comment? Toi, président, Mathis, tu fais quoi? Non, mais les acteurs économiques, ce qu'ils demandent, c'est qu'ils aient de la visibilité. Donc, il faut leur montrer le chemin. Donc, il faut leur demander quel côté là où on va produire, ce qu'on va vraiment arrêter. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des secteurs là où ils vont avoir de la rentabilité sur le long terme, au lieu d'avoir une rentabilité tout de suite et plus tard, demain, pas savoir quoi faire. Donc il faut leur proposer ça. Et après, j'insiste surtout sur l'individu. Alors le problème des comparaisons individuelles, c'est qu'en fait, elles sont pertinentes que si on fait par classe sociale. Si on fait des comparaisons par classe sociale, là, ça devient très pertinent. Par exemple, en France, la moitié de la population la plus pauvre de France respecte les accords de 2015 de Paris. Et le reste n'est pas dans les clous. Donc on comprend bien que l'effort, il est tout de suite pas à faire sur les 50% les plus pauvres de France, mais sur le reste. Et par exemple, si je prends cet exemple-là que tu nous donnes, est-ce que ça voudrait dire qu'on aurait, nous, ceux qui consomment plus que ce qui est prévu par l'accord de Paris, tu aurais un impôt supplémentaire parce que tu es un pollueur-payeur? Non, mais par contre, il faudrait penser au quota carbone pour les citoyens, pour chaque personne, en fonction de ses revenus, en fonction de ses ressources, bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr qu'il y a un côté individuel, mais qu'il n'y a pas tout, en fait, et que le côté producteur est largement plus important. Important. Allez, une dernière intervention et on repasse, hop là, ici. De l'autre côté, il n'y en a pas? Ici, d'accord. Hop là, rapidement. Parce qu'on va... Bonjour à toutes et tous. Moi, il y a une notion qui me paraissait très importante qui a été abordée tout à l'heure, c'est celle d'imaginaire. On a dit qu'il fallait éventuellement changer les imaginaires. Et celui que notre génération a, c'est pas celui de la génération des 30 Glorieuses, c'est pas celui de la génération des crises des années 90, c'est celui, j'allais dire, d'une génération désenchantée. C'est-à-dire que le futur qu'on imagine, c'est l'horizon 2050, 2070. C'est une horizon où il y a énormément de crises climatiques, où va y avoir une crise dans le logement, une crise sociale, une crise démocratique. On le sait, c'est annoncé par beaucoup d'experts, notamment ceux du GIEC. Et de plus en plus de jeunes aujourd'hui se refusent à faire des enfants parce qu'ils ne veulent pas faire grandir une nouvelle génération dans un monde qui serait dans une crise totale. Et c'est quand même assez catastrophique pour notre jeunesse de s'imaginer vivre dans un monde comme celui-ci et de voir
si ce n'est l'impuissance, au moins l'incompétence de certains dirigeants politiques. Quand on a vu la mascarade qui était la COP26 à Glasgow, où tout le monde vient en jet privé pour finalement ne rien décider. Et donc, voilà, il faudrait qu'on ait des réponses, et ces réponses, elles passeront aussi par des innovations sociales et démocratiques. Je pense par exemple à la démocratie participative, qui est bien plus qu'un simple outil, mais qui est un moyen de faire prendre conscience des autres. C'est-à-dire que si on a, comme aujourd'hui, des dirigeants et des experts qui posent des constats et qui décident en étant déconnectés de la population, comment voulez-vous qu'un citoyen qui vit dans une cité se rende compte des conditions de vie d'un citoyen qui vit dans une campagne que d'un citoyen qui vit dans le centre-ville d'une grande métropole? Alors qu'avec une démocratie participative, on aurait conscience de ses voisins, de se dire, voilà, quelle est la réalité des gens qui ont 80 ans? Quelle est la réalité des gens qui en ont 16? Quelle est la réalité de chaque citoyen, au moins en France? Et si on arrive à prendre conscience de tout ça, on pourra éventuellement avoir un imaginaire, mais cette fois-ci collectif. Puisque là, chaque génération a son propre imaginaire. Et on n'y arrivera pas. Si chaque génération pose ses constats, pose ses solutions, pose ses problèmes, la génération qui gouverne actuellement, c'est pas la mienne, c'est pas la nôtre, à tous les étudiants ici. Alors oui, on fait des marches pour le climat, oui, on fait des associations, on fait des actions. Et puis la culpabilisation, nous, ça sert à rien. On a déjà conscience des enjeux et on est déjà assez désespérés pour en plus culpabiliser. Donc voilà, vraiment faire du collectif, ce sera notre seule solution. Faire du collectif et surtout ne pas mettre l'un en face de l'autre, les boomers, là, c'est ça, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les boomers et la génération, c'est quoi, c'est Z, là? Je ne sais plus à quel niveau de l'alphabet on est. Allez, dernière intervention. Oh, pardon. Bonjour, madame. On me dit dans l'oreillette que vous avez un avis. Alors, je ne sais pas si j'ai un avis. Je suis très contente que Paul soit intervenu parce qu'en fait, il ne l'a pas dit, mais c'est un étudiant qui s'est engagé au niveau de l'université. Il est étudiant référent campus durable. Et voilà, je suis très contente qu'il ait pu prendre la parole pour évoquer effectivement la situation des étudiants parce qu'on a tendance à pas être sur le terrain suffisamment conscient des différents points de vue. Et donc moi, ma position, je suis enseignante à l'université, je suis prof de sport, mais aussi chargée de mission campus durable parce que en tant que citoyenne, il me semblait aussi que cet engagement pouvait se faire dans un univers comme l'université. Et donc je suis accompagnée d'une petite équipe. Et là où j'ai vraiment pris conscience de la question, c'est que la transition écologique, c'est pas que les déchets, les mobilités, etc., mais c'est vraiment l'aspect socio-écologique. Et ici à Évry, on est quand même très sur la question, en tout cas des solidarités, des distributions alimentaires, de toutes les actions qu'on peut faire au niveau de l'épicerie solidaire. Je sais qu'il y a aussi des étudiants qui sont dans ces associations. C'est quelque chose qu'on porte et que l'université d'Évry, en tout cas, porte assez haut. Et pour moi, en tout cas, l'avenir de ça, c'est effectivement cette solidarité et toutes les actions qui peuvent se faire autour de l'aspect socio-écologique. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous rends le micro. On a entendu beaucoup de choses là à l'instant, à la fois cette dimension de nécessairement de faire une société plus égalitaire, peut-être de renforcer le corpus législatif pour donner peut-être plus de droits, travailler les solidarités, l'inclusivité, changer les imaginaires, sacré programme. Mais est-ce que, on disait à l'instant, Jaurès nous le disait, la COP26, ça a été quand même là un carnage. La COP21, on avait quand même réussi à sortir un texte, mais qui, pour l'instant, n'aboutit à rien. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à des générations de jeunes éco-anxieux qui ne feront pas d'enfants? Et pardon, c'est pas très... mais c'est un peu l'effondrement, quoi. Donc là, du coup, notre question d'écologie populaire, on a avancé, on a cheminé pour se dire... Pardon, je sors de là en me disant on est un peu pessimiste quand même. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Plein de choses. Non, il ne faut pas être pessimiste. Faut être... moi, je pense qu'il faut être très lucide sur le constat. C'est-à-dire que, quels que soient les indicateurs qu'on prend pour mesurer l'état de la planète, l'état de la vie sur Terre, l'état des écosystèmes, du vivant et tout ça, quels que soient les indicateurs qu'on prend, ils ne sont pas bons. Il faut être réaliste avec ça et il ne faut pas avoir peur d'affronter cette réalité-là. Que vous preniez
la courbe des émissions de gaz à effet de serre, les taux de pollution, le rythme effréné de la perte de biodiversité et tout ça, globalement, on va pas se mentir, ça va pas bien. Ces indicateurs-là sont plutôt tous dans le rouge. Et il y en a peu qui vont dans la bonne direction et qui s'améliorent. Mais pour autant, c'est important d'avoir en tête aussi que jamais autant de solutions n'ont été à portée de main. Jamais autant de solutions n'ont été connues. Quand on travaillait, Greenpeace, ça fait 50 ans qu'on existe. Quand Greenpeace existait dans les premières années, c'était compliqué de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, parce que globalement, des solutions à tout un tas de problèmes environnementaux, il n'y en avait pas, ou on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont là, donc on peut se réjouir de ça, et on peut rester optimiste. Moi, je trouve qu'en agissant à notre mesure, mais en agissant aussi dans des collectifs, on conserve cet optimisme-là. Et je conclus vraiment en un mot sur cette histoire d'imaginaire dont vous parliez, qui est hyper importante, parce que je pense que ce qui freine souvent les gens dans ce passage à l'action, c'est qu'on a du mal à se projeter effectivement dans ce que serait une société plus écologique, plus apaisée, plus sereine, réconciliée avec et réduisant les inégalités sociales et tout ça. Et donc c'est hyper important qu'on essaie de contribuer tous ensemble effectivement à construire cet imaginaire-là. Nous, Greenpeace, on a pondu un document il y a un peu plus d'1 an maintenant qui s'appelle Une vision pour les mondes de demain. Ça ne répond pas à tous les problèmes, mais pour moi, c'est un document hyper réjouissant à lire parce que ça permet de se projeter justement dans ce que serait pour nous une société non pas idéale, non pas parfaite, mais en tout cas plus juste qu'aujourd'hui et moins impactante pour l'environnement qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment les prémices de la construction de cet imaginaire-là, donc il faut poursuivre dans cette direction-là. Et une dernière réponse à ce que vous disiez aussi sur espèce de compétition entre différents imaginaires, mais allez-y, imposez-le votre imaginaire. Bousculez les choses, quoi. C'est-à-dire, n'attendez pas qu'on construise tous un imaginaire ensemble, parce que ça va être compliqué, ça va être long. Donc, c'est vous qui allez faire le monde de demain, et très bientôt. Donc, quelque part, votre imaginaire, imposez-le, bousculez les choses, bousculez les gens, n'ayez pas peur de ça. On a besoin de ça, on est vraiment demandeur de ça. Moi, je l'ai dit, quand j'ai vu les premières marches pour le climat apparaître en 2018, je me suis dit, c'est peut-être la chose qui nous manquait pour l'emporter, quoi. Alors on n'y est pas encore, mais honnêtement, c'est vraiment ce que j'ai trouvé, moi, de plus enthousiasmant ces dernières années et de très très loin. Donc continuez à bousculer les imaginaires et imposer les vôtres. Fergan. Merci. Alors, juste très vite, je vais revenir un petit peu sur la petite pique qu'on m'a lancée sur le découplage et les solutions technologiques. Je publierai les chiffres sur ma page Twitter pour ceux que ça intéresse, pour montrer effectivement que ces chiffres ne sortent pas de nulle part. Et je voudrais juste rebondir aussi sur ce que m'a dit tout à l'heure mon débatteur quand il m'a reproché de sortir le nucléaire de nulle part, en disant mais pourquoi il parle de nucléaire quand il s'agit de lutter contre le changement climatique. Remarque assez curieuse quand on sait que lorsqu'on regarde les rapports du GIEC, la plupart des scénarios qui implique une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre, implique une augmentation assez substantielle de l'énergie nucléaire. Vous le savez très bien que c'est vrai. Bon, je vous propose en fait qu'on fasse un débat spécifique sur le mix énergétique. Pardon, mais je veux dire, c'est quand même assez étrange qu'on en vienne à, ironiser là-dessus, parce que la question énergétique et la question de la qualité des énergies utilisées pour nos procédés industriels, elle est quand même centrale. Ouais. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un système électrique complètement décarboné, pour électrifier les usages, ça va être compliqué. Si vous voulez verdir les mobilités, verdir les infrastructures sans une électricité complètement décarbonée, ça va être compliqué. Vous voyez, donc c'est quand même une question qui est fondamentale et c'est dommage qu'elle ne soit pas prise au sérieux par une ONG. Alors je pense qu'elle est prise au sérieux, c'est juste que vous partez de tellement loin que je pense que le chemin sera plus long que l'heure et demie qu'on a passé ensemble. Non, mais je vous en prie, Fergan. Sur la question, j'aimerais bien vous entendre, à minima, sur la question des imaginaires, sur la question de comment est-ce qu'on fait justement pour avancer ensemble et cheminer. On voit bien à quel point, ça nous démontre aujourd'hui que la manière dont on peut percevoir cette problématique nécessite des convergences qui ne sont pas forcément toujours possibles. Disons qu'il y a aujourd'hui des visions de l'environnement qui sont complètement irréconciliables, ça c'est vrai. Des visions de l'écologie qui sont irréconciliables. Aujourd'hui, il y a, si je devais faire une distinction un peu rapide, il y a ceux effectivement qui pensent que c'est par le progrès économique et technologique que nous allons résoudre la question environnementale. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu ces solutions technologiques-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a parlé de quotas carbone, de régulation, très bien, pourquoi pas. Mais si
on n'insiste pas davantage sur la nécessité aussi de réhabiliter ce qu'on appelait naguère l'idéologie du progrès, c'est-à-dire simplement cette conviction assez simple que c'est par le progrès des arts, des sciences et des techniques qu'on continuera à améliorer la condition humaine, eh bien, je vois mal comment on pourra effectivement résoudre la question climatique. Or, j'ai l'impression d'avoir entendu ici des discours quand même assez défaitistes, puisque, d'après ce que j'entends, plus personne ne croit aujourd'hui au progrès technique. C'est-à-dire que c'est un discours qui devient de plus en plus tabou et de plus en plus assimilé à un extrémisme. Et je pense au contraire qu'il est urgent de réhabiliter ce paradigme-là, car c'est, à mon avis, la voie la plus sûre et la plus juste, c'est-à-dire la moins douloureuse socialement, pour résoudre la question environnementale. Si on veut concilier fin du monde et fin du mois, il va falloir effectivement réhabiliter l'idéologie du progrès, réhabiliter la conviction et la certitude qu'on peut tout à fait concilier protection de l'environnement et amélioration de la condition humaine. Merci beaucoup. Naïla Jatouni, vous aurez le mot de la fin. Oui, merci. J'allais pas forcément réagir à ça, mais dans le textile habillement, on a un progrès technique qui aujourd'hui est intéressant, mais c'est aussi une position très idéologique de considérer que c'est par le progrès technique que on va résoudre des questions qui sont éminemment politiques. Dans le secteur de l'habillement, il y a des innovations technologiques extrêmement intéressantes, de traitement des déchets, etc. Tant qu'on n'aurait pas, encore une fois, des modèles de surproduction prédateurs pour les droits humains et l'environnement, le progrès technique n'est pas à même n'est pas la clé à hauteur des enjeux, en fait. Il me semble que c'est presque évident, je suis désolée de le dire ainsi, donc c'est intéressant, mais aujourd'hui, la question, elle est ailleurs, elle est dans le fait que 10%, les 1% les plus riches, que ce soit au sein même des pays et entre les pays, sont responsables de la grande partie des pollutions irréversibles. Moi, je partage le constat de la nécessité de rester optimiste. D'abord parce que... oui, je pensais à vous parlez oui, c'est la question de la vitalité politique, en fait, qui pour moi est très, très importante et assez encourageante, y compris auprès des nouvelles générations. Et en tant que représentant de la société civile organisée, en tout cas, je parlais pour moi, je peux qu'encourager aussi à ce qu'on revienne à des formes d'organisation dans la société civile, parce que nos ONG, nos organisations ont des propositions depuis très longtemps qui s'adressent, à mon sens, aux vrais décideurs, aux vrais responsables. Et il y a peu, finalement, dans nos orgas de discours qui vont aller chercher, encore une fois, la responsabilité individuelle et du consommateur, si ce n'est pour lui dire « soyez un acteur de l'action politique ». Et peut-être moi, je reste un peu optimiste parce que on voit un peu ce qui est possible, en fait. On voit qu'on est capable, en Europe, d'être une puissance démocratique qui va protéger les citoyens et imprimer dans la mondialisation un modèle qui est qu'on garantit un socle de droits fondamentaux pour la majorité et qu'on garantit un plafond écologique parce que nos ressources sont limitées. Donc, j'ai beaucoup d'exemples, en fait. On parlait tout à l'heure de renforcer les droits. C'est très vrai, il faut surtout qu'on sécurise l'accès aux droits. En fait, les droits sont existants, donc il faut en effet qu'on sécurise ces accès aux droits, et ça passe par le droit. Et d'un autre côté, qu'on impose des devoirs. Je vais être un peu obsédée par la responsabilité des sociétés transnationales, mais c'est ce qui fait converger beaucoup de nos organisations aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. On a des débats, je vous engage à aller voir les questions sur la directive européenne sur le devoir de vigilance. Entre autres, il y a toutes ces questions qui visent à dire où est-ce qu'on remet de la régulation, où est-ce qu'on met un terme à l'impunité, parce que les citoyens sont redevables, les États sont redevables. Aujourd'hui, on a des grandes sociétés transnationales qui échappent aux normes sociales, environnementales auxquelles elles seraient soumises finalement en Europe, dans ces pays dans lesquels elles vont polluer allègrement. Donc, quand on est un peu dans ces questions de lobbying, de plaidoyer citoyen, on voit les possibilités d'action, en fait, et qu'il y a une question, en effet, de volonté politique, et que si les États-Unis de Trump sont capables d'adopter une interdiction d'importation des produits issus du travail forcé des Ouïghours, c'est quand même pas le plus grand démocrate. On sait très bien qu'il y a le contexte de cette guerre commercialo-géopolitico-sociale avec la Chine, mais n'empêche que ça a été possible finalement de prendre des mesures de régulation alors qu'on nous dit que c'est impossible aujourd'hui.
On arrive aujourd'hui à réguler le capitalisme, le libre-échange. Alors là, on a des normes contraignantes extrêmement importantes. Ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est sur la question de l'environnement et des droits humains. Donc nous, on a les solutions pour le faire et c'est vrai qu'à nous aussi, collectivement, d'utiliser ce pouvoir citoyen et probablement de mettre en responsabilité les personnes qui vont partager cet idéal collectif, quoi. Moi, j'entends du coup qu'il y a à la fois la nécessité de tous collectivement s'engager, peut-être de réussir à un moment à converger vers, à minima, la régulation de ceux qui sont très loin des idéaux de droits humains qui peuvent être portés sur le territoire européen et ailleurs. Changer les imaginaires, effectivement, important. Et aussi la nécessité d'arrêter de culpabiliser, même s'il y a de la pédagogie à faire. Enfin, on a entendu beaucoup de choses dans ce débat. Je voudrais qu'on vous remercie, Naïla Jatoulni, Jean-François Julia, Fergan Aziari. Merci beaucoup d'avoir accepté de débattre ce midi avec les étudiants de l'Université d'Évry. Merci à tous d'être restés si nombreux dans ce courant d'air. Est-ce qu'on a le droit de le dire, que ce courant d'air est insupportable? Donc, merci à tous. Merci aux équipes techniques, sans qui rien n'aurait été possible. Merci à ceux qui, derrière le Facebook de la ville, ont posé plein de questions. Et on continue, bien entendu, ce débat. Et vous savez que ce n'est pas fini, parce que demain, on se retrouve au centre commercial à l'Agora, midi, comme aujourd'hui. Et on parle. Et donc, les étudiants là, qui sont là, Mathis, Hugo, Jaurès, et pardon, toi, j'ai... Paul. Donc, on vous attend demain. Parce que demain, on parle génération sacrifiée. Voilà, est-ce que la pandémie nous a conduit à sacrifier des générations, notamment les étudiants et ceux qu'on appelle les seniors? Merci à tous, merci encore et à demain.